Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, il est 13 h. C'était un mardi, le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny tirait sa révérence à Yamoussoukro. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne demeure dans les esprits et dans le cœur des Ivoiriens 31 ans après sa disparition. Ce sont les personnes du troisième âge qui en parlent le mieux dans cette édition. Nous irons à leur rencontre. La Côte d'Ivoire célèbre ce 7 décembre, à l'instar des autres pays africains, la journée africaine des télécommunications et de TIC, l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle sur le continent est au cœur de la thématique réflexive. Dans cette édition, le message du gouvernement vous sera livré par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Et puis le Ghana vote ce samedi pour trouver un successeur au président Nana Akufo-Addo Dankwa. Près de 19 millions de votants devront choisir entre le vice-président et ancien banquier central Mahamoudou Baoumia et l'ancien président John Mahama Dramani. Un vote pour une élection présidentielle couplée à des législatives qui s'annoncent disputées. Merci de regarder RTI 1. Je vous disais il y a quelques instants dans les titres de ce journal, le premier président de la République de Côte d'Ivoire aura passé 3 décennies et 3 années au pouvoir. Ce samedi, à l'occasion de la commémoration de sa disparition, les personnes du troisième âge se souviennent du président Félix Houphouët-Boigny et de sa gestion du pouvoir. Au micro de Sidonie Davila, elles ont évoqué avec beaucoup d'émotion des souvenirs du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Reportage. Je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel, mais je l'ai connu de par sa manière de diriger le pays. Houphouët-Boigny nous a appris à travailler de nos mains, puisque lui-même est un grand planteur. Ces mots de Barnabé Mel plantent le décor d'un voyage dans le temps, à l'ère du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Cette maman partage cette nostalgie teintée de fierté. On était dans les écoles primaires là. Les maîtres là nous amènent dans les voies là. Et puis on vient accueillir Houphouët. Nous on applaudit. Il y a les défilés. En tout cas, il y a un peu de tout. Ils font des trucs. En tout cas, c'est la joie. Son voisin de quartier, réparateur d'instruments de musique, se remémore une époque plus sereine. À son temps, on payait le plat de riz dans le restaurant à 50 francs. Les choses étaient moins chères. J'étais parti en communauté avec l'église qui s'appelait Céleste. À la sortie, nous étions son monument de bélier là. Il a serré la main de nous tous. Tout comme Sandé, beaucoup considèrent l'ère Félix Houphouët-Boigny comme une référence. Diakité Mohamed, lui, se veut reconnaissant pour ses années de paix. C'est un vieux, vraiment, il a fait pour nous les Ivoiriens. Ce qu'il a commencé, c'est ça qui est en train de continuer. Donc vraiment, on remercie bien Houphouët, surtout la paix. Source de motivation constante, les discours inspirants du père de la nation sont gravés à jamais dans la mémoire de Kwasi Ouedke. Il y a une année, il était en réunion à Addis Abeba avec ses compères. Et la bataille battait son plein. Ils ont bavardé, chacun à son point de vue, et Houphouët s'est levé. Il dit, mais ce que moi je préfère, c'est le dialogue. Et puis une fois, à une réunion, il a dit à tous ceux qui sont là, surtout les Français, voulez-vous que je parle en baoulé pour que vous puissiez comprendre? Non, tout ce qu'il dit là, c'est un visionnaire. Il a dit, vous les jeunes, vous voulez le pouvoir, ne vous en faites pas. Nous allons vous le donner, mais de grâce. Lorsque nous allons vous donner le pouvoir, laissez-nous reposer tranquillement sur nos oreillers et que les coups de fusil ne nous réveillent pas. Bien que la plupart de ces témoins n'aient pas eu l'occasion de côtoyer directement le premier président de la Côte d'Ivoire, ces personnes du troisième âge gardent précieusement une parcelle de son histoire. Pour elles, Félix Houphouët-Boigny incarne une Côte d'Ivoire paisible et prospère, un bâtisseur dont l'héritage continue de nourrir les cœurs des décennies après son passage.
Et la Côte d'Ivoire qui célèbre ce 7 décembre la journée africaine des télécommunications, l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle en Afrique grâce à des politiques et à l'innovation au service du développement durable. C'est le thème de l'édition 2024. Sur le sujet, je vous propose d'écouter le message du gouvernement décrypté par Eugène Atoubé. La journée africaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication est commémorée en Côte d'Ivoire dans un contexte où le pays, dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, a engagé des réformes ambitieuses et axé ses efforts en faveur de la transformation digitale de son économie. Entre autres acquis, l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gestion des données conformes aux exigences de l'Union africaine. Cette stratégie met un accent particulier sur les réalités locales et l'éthique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se présente aujourd'hui comme un outil puissant pour relever les défis auxquels nos nations sont confrontées, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'agriculture ou encore de la gestion des ressources naturelles. C'est pourquoi notre pays, riche de sa jeunesse et de son potentiel, ne souhaite pas rester spectateur de la révolution technologique en cours. Au contraire, il se positionne progressivement pour devenir un acteur majeur et pionnier en la matière. Acteur majeur et pionnier en la matière. La Côte d'Ivoire, dans cette perspective, accélère et facilite l'adoption par sa jeunesse des innovations qu'offrent les technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence artificielle à travers des mesures d'incitation et de soutien aux jeunes innovateurs. À cela s'ajoute le renforcement du cadre légal et réglementaire et des compétences numériques. L'enjeu, accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle. Pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle, nous devons, à l'échelle du continent, garantir l'éthique et la responsabilité dans le développement et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Encourager les investisseurs publics et privés dans l'infrastructure numérique et les capacités locales de recherche et développement. Favoriser la collaboration régionale et internationale pour le transfert de technologies et le renforcement des compétences. Exploiter les données locales pour développer des solutions adaptées aux réalités africaines, notamment dans des domaines comme l'agriculture intelligente. La Côte d'Ivoire, vitrine de l'innovation technologique en Afrique et modèle dans l'adoption de l'intelligence artificielle pour le développement durable. Un engagement pour lequel le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation invite tous les acteurs de l'écosystème numérique ivoirien et africain. Autre chose à présent avec l'organisation japonaise du commerce extérieur JITRO qui a animé un point de presse mercredi dernier. La rencontre s'est tenue en prélude à la tenue les 16 et 17 décembre prochains à Abidjan de la 3e édition du Forum économique public-privé Japon-Afrique. Les enjeux de l'événement continental qui se tiendra pour la première fois dans un pays d'Afrique francophone ont été dévoilés. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Après l'Afrique du Sud et le Kenya, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour accueillir le Forum économique public-privé Japon-Afrique. Rendez-vous stratégique pour stimuler les investissements, impulser de nouvelles collaborations et dessiner un futur commun entre le Japon et l'Afrique. Et particulièrement la Côte d'Ivoire, premier pays d'Afrique francophone à accueillir cet événement d'envergure. Il s'agit de renforcer la présence du Japon en présentant une vision future de la diversification économique et du progrès industriel. Avec la promotion des efforts de co-création, les préjugés à l'égard de l'Afrique seront éliminés et cela pourra favoriser des opportunités pour explorer des solutions pour le développement des entreprises japonaises sur les marchés africains en pleine croissance. Le choix de la Côte d'Ivoire est marqué par des critères principaux, notamment la capacité de notre pays à organiser des événements internationaux. Aussi, il faut le dire, la Côte d'Ivoire est devenue très attractive économiquement parlant. Une vingtaine d'entreprises japonaises opèrent déjà en Côte d'Ivoire. Le volume des échanges
montrent une prépondérance des importations. Celles-ci sont évaluées à 184,6 milliards de francs CFA. Quant aux exportations de la Côte d'Ivoire vers le Japon, elles sont évaluées à 1,162 milliards de francs CFA, avec comme principaux produits le cacao, le caoutchouc naturel et la noix de cajou. Le 5 décembre dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale du volontariat, un moment de réflexion sur l'importance de l'engagement citoyen et de l'entraide dans nos sociétés. En Côte d'Ivoire, la journée a pris une connotation particulière avec une déclaration officielle du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Mamadou Touré a souligné les progrès réalisés dans son domaine. Il s'est aussi prononcé sur la perspective, l'éclairage de ses forces. Le 5 décembre, la communauté internationale rend hommage à tous celles et ceux qui s'engagent bénévolement au service des autres. Une journée importante pour mettre en valeur les actions volontaires et leur impact dans le quotidien des Ivoiriens. La Journée internationale des volontaires instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Cette journée nous offre chaque année l'opportunité de manifester notre reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui ont décidé de se mettre à la disposition de la communauté, de se dévouer au service de l'intérêt général. Pour cette année, le thème est « Engageons-nous, chaque moment compte ». Il met l'accent sur l'importance de saisir chaque moment pour s'engager activement, que ce soit à petite ou grande échelle, et de prendre conscience de ce que chaque action volontaire posée peut apporter un changement positif dans le quotidien des populations. Ce jour, ce sont 39 914 volontaires bénévoles communautaires répartis sur l'ensemble du territoire national qui ont accompli les travaux d'intérêt général. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à soutenir et à valoriser le volontariat bénévolat. Le volontariat, un défi passionnant mais qui n'est pas sans obstacle. Pour capitaliser sur la mobilisation des volontaires bénévoles à l'occasion de la 34e édition de la CAN, le gouvernement annonce pour bientôt le lancement du programme national de bénévolat. Une initiative qui offrira l'occasion à davantage de personnes de s'engager pour la communauté. On continue de parler de la jeunesse dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. 100 jeunes bénéficiaires du programme Emploi Jeune participent à une formation, une initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Selon l'institution, les jeunes doivent être pris en compte dans la lutte contre la corruption au regard de leur importance en tant que force vive du développement. Les impétrants recevront à la fin de leur formation un diplôme symbolisant leur engagement pour l'intégrité. Juliette Ouya. 100 jeunes bénéficiaires du programme Emploi Jeune, prêts à participer à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Ils sont outillés sur l'anticorruption, notamment la cartographie des risques et les législations anticorruption. Grâce à la formation que nous allons acquérir ce matin, nous allons pouvoir faire face à toute corruption en Côte d'Ivoire. La méthode à utiliser, c'est d'abord la sensibilisation autour de moi, parler de la bonne gouvernance, d'abord de la corruption, et faire comprendre à tout un chacun que faciliter la venue de la corruption, c'est déjà détruire notre avenir. Ces 100 jeunes femmes et hommes ont reçu leur formation dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année. Il s'agit pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance d'encourager la jeunesse, moteur du développement du pays, à cultiver et promouvoir la gouvernance. Entre 1300 et 1400 milliards par an que la Côte d'Ivoire paie à cause de la corruption. Cette formation va s'étendre pratiquement à tous les jeunes qui bénéficieront des soutiens de fonds pour l'insertion professionnelle. Et ça va s'étendre aussi aux élèves, aux étudiants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a progressé dans l'indice de perception de la corruption. Pour l'année 2023, le pays a enregistré un score de 40 sur 100 et est classé 87e sur 180 nations.
Pour la bonne marche de l'école ivoirienne, une plateforme des organisations de la société civile et des partenaires de l'école ivoirienne vient de voir le jour. Elle est forte de 30 organisations qui s'engagent formellement pour une école de qualité. La mise en place de l'entité se fait en présence de la ministre Mariatou Koné. Plus de détails avec Sephora Zegui. Un nouveau chapitre s'écrit pour l'éducation en Côte d'Ivoire. 30 organisations de la société civile issues des 4 coins du pays se sont réunies à Abidjan pour lancer une plateforme collaborative autour de l'école. Un projet initié par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes, je dirais, les mieux placés donc, pour relayer déjà les informations du ministère auprès des communautés, mais en même temps mener des activités, des actions concrètes sur le terrain pour aider le gouvernement. Je suis heureuse parce que nous convier à cette rencontre démontre que ce que nous faisons sur le terrain est suivi par Madame le ministre. Et nous avons pris l'engagement de continuer sur cette voie et nous allons aider Madame le ministre à atteindre ses objectifs. Cette nouvelle plateforme qui rassemble des acteurs divers a pour objectif de renforcer l'impact des ONG sur le terrain. Elle vise à créer des synergies pour une éducation plus équitable, accessible et de qualité. Chers responsables des organisations de la société civile, il est aisé de comprendre mon invitation à vous impliquer activement dans ce processus de transformation de notre système éducatif. Vous avez l'avantage d'être proche des populations. Cette proximité vous permet de prolonger l'action de l'État dans les coins les plus reculés du territoire national. Avec cette plateforme, un nouvel élan est donné à l'éducation en Côte d'Ivoire. Mariatou Koné exprime sa gratitude aux associations pour leur engagement, tout en réaffirmant son appel à une collaboration active et constructive. Cette rencontre est placée sous le signe de l'unité et de l'engagement. L'Université de Bondoukou et le Fonds de soutien à la recherche, le FONSTI, viennent de signer une convention. Le dernier cité, le FONSTI, s'engage à mobiliser des ressources pour le financement de tous les projets de recherche. Il s'agit à terme plutôt de permettre à l'Université de Bondoukou d'atteindre tous ses objectifs. On regarde le film de la signature de convention avec Herman Niamia. Ces documents paraphés ici par le président de l'Université de Bondoukou et le secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, un pas important que l'Université de Bondoukou vient de franchir dans son ambitieux programme de financement de la recherche scientifique. Le FONSTI est une importante structure de financement de la recherche et de développement de la recherche dans notre pays. Signer une convention cadre avec le FONSTI, et bien pour l'Université de Bondoukou, c'est une belle opportunité qui nous est ainsi faite d'avoir quelqu'un de crédible pour nous accompagner dans le développement de notre programme de recherche. Nous allons également mettre notre réseau de partenaires à la disposition de l'Université de Bondoukou pour financer des projets de recherche qui pourraient apporter des solutions concrètes aux questions de développement de la région de Bondoukou. Les premiers bénéficiaires de cette convention cadre, que sont les enseignants-chercheurs, ont salué ce partenariat qui va insuffler une nouvelle dynamique à la recherche. Signer une telle convention nous réjouit parce que ça nous rassure sur le fait que nous allons avoir des financements pour accompagner à la fois les jeunes chercheurs et les chercheurs aguerris dans leurs projets. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a été créé le 27 juin 2018. Conçu sur le modèle du Fonds national suisse, c'est un fonds de soutien à la recherche destiné à financer des programmes et des projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de qualité susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Un colloque international en hommage du professeur Atta Kofi Lazare se tient à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, organisé par l'école de recherche en sciences sociales et politiques. La rencontre est l'occasion pour les étudiants, les professeurs et les chercheurs d'exprimer leur reconnaissance et de mener la réflexion sur les œuvres de celui qui aura marqué la géographie urbaine en Côte d'Ivoire. Un reportage de Astou Soro, commenté par Godefroy Kambawa. Hommage vibrant au professeur Atta Kofi Lazare, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chercheurs, étudiants et passionnés se sont réunis autour de l'homme qui aura marqué par ses travaux
la géographie urbaine de la Côte d'Ivoire. J'estime que j'ai fait un travail qui est important et c'est pour ça que mes jeunes frères, mes jeunes étudiants ont décidé donc de m'honorer aujourd'hui. Je me sens très heureux. Le colloque a été marqué par une série de témoignages en son honneur. À travers cet hommage au professeur Atta Kofi, nous voudrions être reconnaissants à un maître qui a su façonner une génération d'étudiants qui se retrouvent aujourd'hui dans la vie active, qui se retrouvent aujourd'hui également dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement supérieur. Un éminent professeur qui a apporté plus au niveau du département de géographie. Selon les dits, il a encadré plus de 50 étudiants au niveau de la thèse. Placé sous le thème « La ville d'Abidjan d'hier à aujourd'hui », universitaires, experts et décideurs ont également mené la réflexion sur l'urbanisation, la mobilité, l'infrastructure et la gouvernance locale. Les résultats de ces réflexions serviront de base et de solution face aux défis de développement qui se posent à la Côte d'Ivoire. L'université Nangui à Brogua a clôturé jeudi dernier le projet d'études d'ingénierie, un projet intégré à l'industrie dans le cadre d'une collaboration Nord-Sud IDES-NSC. Il s'agit du résultat du projet conçu par des étudiants. Un prototype d'adduction d'eau potable alimenté par l'énergie solaire a été présenté aux autorités universitaires, diplomatiques et ministérielles. Brouyapo, Sidonie Dabila. Désormais ingénieurs en eau-énergie, ces étudiants en près de 2 années de formation sont prêts à passer de la théorie à la pratique. Cette formation nous a permis d'apprendre à dimensionner les systèmes d'approvisionnement en eau potable qui sont vraiment appropriés pour les zones où le réseau électrique n'est pas disponible. Ces ingénieurs ont suivi leur formation dans le cadre du projet d'études d'ingénieurs intégré à l'industrie IDES-NSC, une initiative mise en œuvre grâce à la collaboration Nord-Sud. Le projet IDES-NSC, fruit d'un partenariat entre l'Université Nangui à Brogua et l'Université des sciences appliquées de Krefeld en Allemagne, vise 2 objectifs majeurs. La mise en place d'un programme de formation axé sur la pratique, notamment avec le master en ingénierie, eau et énergie. Également, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. Le master a quelque chose de très particulier quand même parce qu'il lie vraiment la formation en ingénierie et l'industrie. Donc quand on met en place ce type de formation et on les met directement en contact avec les industries qui peuvent les embaucher, je pense que ça garantit l'emploi. Il s'agit d'une coopération concrète, c'est-à-dire une formation des jeunes de la Côte d'Ivoire qui ont eu aussi l'occasion de passer une partie des études en Allemagne. Évidemment, c'est un succès et bien sûr, avec beaucoup d'optimisme, on veut continuer cette coopération. En 2022, ce projet innovant a permis la réalisation de 2 prototypes. Un forage alimenté par énergie solaire dans le village de Legrosco à Djokwe et un second forage installé au sein de l'université Nangui à Brogua, intégrant les connaissances théoriques et pratiques des étudiants. Et cet examen de certification pour les étudiants de l'Institut national de la formation sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Après 3 années de formation, ils sont évalués pour l'obtention du diplôme d'études dans leur spécialité. Le lancement officiel de cet examen à grand tirage a eu lieu ce samedi au sein de l'INFAS, au centre hospitalier universitaire de Trècheville. L'Agence nationale de gestion des déchets a organisé une formation à l'endroit des pères éducateurs pour une vaste campagne en milieu scolaire. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Ces derniers comptent en faire un large écho. Le commentaire de Grace Kando. Plus de 4000 tonnes de déchets sont collectés par jour dans le district d'Abidjan et chaque ménage produit entre 0,75 kg et 1 kg de déchets. Pour une meilleure gestion de ces ordures, les pères éducateurs sont formés sur la pratique du tri à la source en milieu scolaire. Les participants sont composés de personnel administratif et enseignants des établissements scolaires. Participer à cette formation nous aide déjà à mieux suivre les enfants sur le terrain. Ils sont plus à l'école qu'à la maison. C'est leur cadre et leur cadre doit être propre, sain, d'abord pour leur apprentissage et puis pour leur propre santé. Nous avons un plan d'action qui consistera à balayer l'école, les toilettes et aussi à sensibiliser surtout avec l'aide des COGES. Cette initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des déchets. Nous avons effectué un projet pilote dans 4 quartiers de la commune de Cocody qui a été un franc succès. Nos déchets ont de la valeur, donc cette cible nous intéresse particulièrement. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Donc nous ne pouvons le faire qu'à travers le tri des déchets. Donc instituer cela dans les écoles est un pas que nous souhaitons franchir. Après les pères éducateurs, d'autres cibles seront également formées avec pour seul objectif le maintien d'un environnement propre et sain. Je vous invite à présent dans la ville de Séguéla avec une concasseuse de pierre qui défie le temps. Âgée de 70 ans, elle repousse ses limites et continue d'exercer son activité. La vie et l'épanouissement de la septuagénaire y dépendent fortement. Un travail difficile, certes, mais une activité qui lui permet de se prendre en charge et de scolariser ses enfants. À la découverte de Dame Koulonga, un document signé Eugène Atoubé. Ici, on casse les roches et les pierres pour en faire du gravat. Sur ce site, visible à la périphérie de Séguéla, travaille une vieille femme. Son nom, Koulonga Kone. Tous les jours de la semaine, elle y est présente pour casser les pierres à la force de ses mains. À 70 ans, c'est une activité que la vieille Koulonga continue de mener avec ferveur et enthousiasme. Je fais ce travail depuis des années. C'est difficile, mais c'est ainsi que je nourris ma famille. Chaque coup de marteau ici est un pas de plus vers un avenir meilleur pour mes enfants. Plus de 10 ans que cette septuagénaire exerce le métier de concasseuse pour assurer l'avenir de sa progéniture, mais également sa propre réalisation. Exigence de survie, Koulonga Kone, devenue veuve après plusieurs années de mariage, est contrainte à la débrouille. Quelques petits boulots ici et là avant de trouver son salut dans les roches et les pierres. Quoique ces derniers temps, l'activité de concassage manuel souffre de la concurrence des carrières en pleine expansion à Séguéla. C'est difficile de voir les tas de gravier s'accumuler sans acheteur. Avant, les gens venaient, mais avec l'ouverture des carrières dans la région, nous gagnons peu et les prix ont chuté. Chaque jour, très tôt le matin, commence le travail de la vieille Koulonga. Pour tout équipement, un gros marteau et des bassines pour y regrouper les gravats obtenus du concassage des pierres que ces aides sont chargées de mettre en tas. Ce sont des jeunes et des femmes payés par jour et qui louent le courage de la vieille femme. Nous venons souvent aider la vieille. C'est un travail dur, mais nous sommes solidaires. Avant, le tas de gravier se vendait entre 25 et 30 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 francs CFA, souvent moins. Quand ils ne sont pas à l'école, les fils et petits-fils viennent apporter un coup de main à leur mère et grand-mère, exposés aux intempéries et à d'éventuels accidents du fait de la précarité des équipements qu'elle utilise. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc, je suis obligé de venir les aider aux gens pour casser les graviers là, pour qu'ils puissent manger un peu. Elle me donne jetons pour aller à ça à l'école les lundis. Tout Séguéla connaît, respecte Koulonga Kone et ne cache pas son admiration pour cette septuagénaire, symbole de courage et de résilience. On termine avec l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, a décidé de se séparer de son premier ministre et de dissoudre le gouvernement à la tête duquel il se trouvait. Depuis sa nomination en octobre 2022, Apollinaire Kilem de Tambela avait été reconduit à 2 reprises à la primature. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées. Et puis ce samedi 7 décembre, près de 19 millions des quelques 34 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes. Ils vont élire leur président et leurs parlementaires. Un double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales au Ghana, riche en matières premières et en pétrole. Un pays considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest, bien qu'englué dans une profonde crise économique. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI.